Bonjour, bonjour. Ben voilà, c'est notre numéro 50 aujourd'hui. C'est le 50e Zoom quotidien que nous faisons. Et nous tenions, viens Sophia, nous tenions à vous présenter notre équipe, vous voyez, qui est très féminine, mais au milieu de tout ça, il y a trois hommes. Euh, mais on tenait à vous montrer voilà, toute notre équipe, Sophia qui est à mes côtés, qui s'occupe du Zoom tous les jours. Ils sont là, ils travaillent pour vous. C'est une équipe formidable qui a fait beaucoup de choses ces 25 dernières années, la CCI France-Russie, car vous savez que c'est notre 25e anniversaire cette année. Et on voulait voilà, qu'ils soient avec nous, on voulait que vous les rencontriez, que vous les voyiez. Et, euh, et comme on voulait vous faire d'autres surprises, on vous a fait aussi la surprise aujourd'hui, l'invité mystère, c'est Anne Coldefy que vous voyez. Voilà, Anne qui est directrice de la maison d'édition Nouveaux Angles et qui dira un petit mot et qui vous donnera des conseils de lecture à la fin de ce Zoom. Et Arnaud est toujours là. Et merci Arnaud d'avoir participé à quasiment l'intégralité des 50 Zooms. Gilles, que vous ne voyez pas tout le temps, mais qui est toujours dans la salle. Gilles est aussi toujours avec nous. Gilles qui est donc le vice-président de la Chambre et qui est donc quelqu'un d'important pour nous. Voilà, donc Pavel est toujours en vacances. On nous dit vous êtes très beau. Je vous remercie beaucoup parce que c'est de toute façon la seule qualité pour être employé de la Chambre, c'est d'être très beau. Et c'est effectivement ce que nous sommes, surtout les jeunes femmes, plus que nous, Gilles, il faut le reconnaître. Mais donc Pavel est en vacances, toujours sur son transat, j'imagine quelque part. Igor est en ce moment dans le train pour la Carélie, donc il n'est pas là. Mais Arnaud va remplir le rôle d'Igor aujourd'hui, et puis vous nous poserez toujours vos questions. Mais merci à toutes les équipes d'être venues. Voilà, vous les voyez, vous les connaissez, et merci pour tout ce que vous avez fait pendant tout ce temps. Bravo, merci beaucoup. Voilà. C'est bon. Mais du coup, Arnaud, on va reprendre la phase habituelle, la phase d'analyse habituelle qui est importante. Je sais qu'il s'est passé un certain nombre de choses entre hier et aujourd'hui. Et je crois que tu as plusieurs informations à nous donner. Donc, Arnaud, la parole est à toi. Merci, Président. Bonjour à tous. Effectivement, une actualité un peu plus dense que ces derniers jours, tant dans les domaines économiques, politiques que diplomatiques. En économie, il y a eu plusieurs annonces de la Banque centrale de Russie, la principale étant l'abaissement de son taux directeur de 17% à 14%. Je rappelle que fin février, il avait été porté jusqu'à 20%. La directrice de la Banque centrale, Madame Nabiulina, a donné une conférence de presse qui n'était pas arrivée depuis longtemps. Elle a expliqué qu'elle attendait le point bas de l'économie russe au quatrième trimestre. Elle a également ouvert la porte à une libéralisation de certaines règles concernant la vente de devises par les entreprises exportatrices. Je rappelle qu'elles sont tenues de vendre 80% de leur devise. Madame Nabiulina préconise un abaissement à 50% des ventes des devises récupérées par les entreprises exportatrices. Autre nouvelle significative de mon point de vue, c'est le rachat de 35% des parts de Tinkoff par M. Potanin. M. Potanin, le patron d'Interros, de Norilsk Nickel, qui, vous le savez, est déjà en lice pour racheter Rosbank. Donc on voit émerger peut-être un nouvel empire financier, en tout cas quelque chose qui pourrait y ressembler, avec des banques privées qui ne seraient pas sanctionnées. Et tout ça autour de monsieur Potanin.
Par ailleurs, on voit émerger aussi un autre pôle de banque publique, puisque VTB devrait se rapprocher de la banque Открытие et d'une grande banque de Crimée. Donc on voit une recomposition du secteur bancaire russe qui est en train de s'esquisser. Sixième paquet de sanctions européennes, on en a parlé ces derniers jours. On avait dit que la Commission militait pour que une forme d'embargo sur les importations de pétrole y figure, en tout cas des restrictions. Le Wall Street Journal nous apprend que l'Allemagne aurait levé ses réserves face à ce scénario à la suite d'un accord trouvé avec la Pologne qui pourrait importer du pétrole non russe, en fournir à l'Allemagne, notamment aux régions orientales et notamment à la raffinerie aujourd'hui contrôlée par Rosneft. Donc, il est possible que l'Allemagne, au mois de mai, lève ses réserves en ce qui concerne un embargo qui ne sera peut-être pas immédiat, mais lève ses réserves en ce qui concerne ce projet. Sberbank, par ailleurs, qui annonce que la demande en yuan a cru de 1000% en fait. Donc la devise chinoise fait l'objet d'une forte demande chez les clients de Sberbank. Quelques mots de politique intérieure. On a assisté à quelque chose d'assez inhabituel hier, à une joute verbale entre le gouverneur de la région de Sverdlovsk, M. Kouivachev, et M. Solovyov, le célèbre présentateur télé, qui avait critiqué les habitants de l'Oural et notamment d'Ekaterinbourg en qualifiant cette ville de centre du libéralisme. Alors évidemment, le terme était très péjoratif. Pourquoi? Parce que Solovyov avait en vue le centre Yeltsin, qui est situé dans la capitale de l'Oural. Eh bien, M. Kouivachev s'est fendu d'une déclaration filmée, extrêmement dure. Et c'est intéressant parce qu'on est là face à une polémique entre représentants du pouvoir, finalement, pouvoir politique et pouvoir médiatique. C'est assez inhabituel. Et on en parle beaucoup en Russie. Et ça continue d'ailleurs, puisque d'autres responsables critiquent les outrances verbales de M. Solovyov. Toujours dans le domaine politique, la sortie de prison de l'ancien ministre de l'économie, M. Oudoukayev, dont on se souvient qu'il avait été arrêté en novembre 2016, condamné à 8 années de prison. Il est sorti avant terme. C'est une décision assez intéressante. Est-ce qu'il faut avoir un signal politique? Ce n'est pas certain, mais en tout cas, on en parle également à Moscou aujourd'hui. Et puis Vladimir Poutine qui a commencé une série d'entretiens avec les chefs des groupes parlementaires à la Douma d'État. Il a notamment reçu aujourd'hui M. Zyuganov, le chef du Parti communiste. Quelques mots maintenant de politique étrangère, d'affaires internationales. Là aussi, des nouvelles assez significatives. La plus importante d'entre elles étant, de mon point de vue, venant en tout cas des États-Unis. Il y a deux annonces du président Biden. La première sur les actifs saisis aux États-Unis qui pourraient être transférés à l'Ukraine, les actifs des oligarques donc. Et on peut penser que ça pourrait donner des idées à d'autres pays qui ont également saisi des biens immobiliers ou autres de personnalités russes placées sur liste de sanctions. Et puis surtout, le président américain demande une rallonge exceptionnelle de 33 milliards de dollars pour l'Ukraine, dont une vingtaine au titre de l'aide militaire. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important, d'extrêmement massif. 20 milliards de dollars d'armement, c'est quelque chose d'absolument considérable. Ce qui confirme ce qu'on relevait ces derniers jours avec Igor, c'est-à-dire une tendance très claire à l'escalade, et à l'escalade militaire en particulier. Par ailleurs, on l'a dit hier, M. Guterres, secrétaire général de l'ONU, s'est rendu à Kiev, et lors de son séjour à Kiev, l'armée russe a tiré plusieurs missiles, officiellement des missiles de haute précision, dont un se serait abattu sur une usine d'armement, mais on sait également qu'il y a eu des morts dans un immeuble d'habitation. Une journaliste ukrainienne est décédée hier au cours d'une de ces frappes.
Toujours dans le domaine diplomatique, sans surprise, donc Dmitry Peskov, qui était interrogé aujourd'hui, a confirmé ce qu'on sait tous, c'est-à-dire que les négociations avec l'Ukraine sont au point mort, même si le format existe toujours, mais tout le monde attend l'issue de la bataille du Donbass pour revenir à la table des négociations. Et enfin, le G20 dont l'Indonésie assure la présidence cette année, l'Indonésie qui est soumise à de très fortes pressions américaines et occidentales pour limiter la présence de la Russie, voire ne pas inviter la Russie. Eh bien, la présidence indonésienne a fait savoir qu'elle inviterait Vladimir Poutine et son homologue ukrainien, Zelensky. Voilà aujourd'hui, Président, ce qu'on pouvait dire. Merci beaucoup, Arnaud. On commence à avoir des questions, mais les 20 milliards justement dont tu parlais des États-Unis que Biden veut donner en armement à l'Ukraine, est-ce pas un début de co-belligérance? Parce qu'on parlait toujours de zone d'ombre avant, mais 20 milliards, ça devient... Disons qu'on change très clairement d'échelle. On a changé de discours et de perception il y a déjà quelques semaines. Je rappelle qu'au début, tout le monde était très prudent, y compris aux États-Unis. Et puis, me semble-t-il, c'est mon interprétation en tout cas, après Istanbul, après l'annonce par la Russie du retrait de ses troupes sur des régions de Kiev et de Tchernigov, eh bien, le vent a un petit peu tourné. Et l'analyse qui est faite depuis en Occident et à Kiev, semble-t-il, c'est que une défaite militaire russe ou une non-victoire, en tout cas, est possible. Et là, on a vu un changement très clair de discours, d'attitude. Et donc, on voit la nomenclature des armements livrés évoluer dans un sens très clair. On livre des choses de plus en plus lourdes, de plus en plus efficaces, a priori, et en très grand nombre. Donc voilà un petit peu ce qui se passe. La notion de co-belligérance, elle est un petit peu floue, elle est niée évidemment par les Occidentaux. Finalement octroyer de l'aide à un pays qui assure son droit à la légitime défense. Les Américains continuent de dire qu'ils souhaitent absolument éviter un conflit direct entre l'OTAN et la Russie, mais si on regarde froidement les choses, ce qui n'est pas simple, il faut bien reconnaître qu'on est face à un conflit entre la Russie, l'Ukraine, une Ukraine très fortement soutenue désormais militairement. Certains estiment que c'est une sorte de proxy entre la Russie et l'Occident. En tout cas, il est bien possible que les choses dégénèrent, changent d'ampleur, et on en revient encore une fois à l'hypothèse de l'utilisation, si les choses devaient se dégrader profondément, si les unités russes devaient être mises en difficulté, on ne peut absolument pas exclure, en tout cas, laisse entendre, l'utilisation de moyens plus puissants. Les spécialistes militaires évoquent l'arme nucléaire tactique, par exemple. Donc on est très clairement dans une phase d'escalade et dans une bataille du Donbass qui, à l'évidence, va décider de la suite. De très longues années. Comme un de nos auditeurs nous fait remarquer, à partir du moment où on a des armes aussi complexes à utiliser, ce n'est pas les Ukrainiens qui ne les connaissent pas qui peuvent les utiliser. Donc on rentre vraiment dans un cas, on peut leur apprendre, mais ça veut dire qu'il faut qu'on soit sur place pour leur apprendre à... Pas forcément. Il y a des soldats ukrainiens, ça on le sait parce que c'est sorti dans la presse, donc je ne dévoile aucun secret. Ils ont envoyé à l'étranger pour apprendre. Absolument. Des soldats ukrainiens sont formés dans certains pays de l'OTAN. À ce propos, j'ai entendu plusieurs fois plutôt la partie occidentale dire que, enfin, se référer au précédent de la guerre du Vietnam où l'URSS et la Chine armaient considérablement le Viet Cong, et même il y avait des vols qui étaient opérés directement par des pilotes russes et chinois. Est-ce que c'est un précédent qui te semble
pouvoir justifier la situation actuelle? Bon, je ne suis pas certain, les contextes sont très différents, l'époque est très différente, et puis je ne suis pas sûr qu'il faille justifier quoi que ce soit, mais ce qui est, on pourrait aussi parler de l'Afghanistan, du Vietnam, enfin bon, ce qui est nouveau, c'est que ça se passe en Europe, à la frontière de la Russie, qui est une puissance nucléaire. Ce qui est très inquiétant aussi, en tout cas c'est ce que disent beaucoup de vieux briscards de la guerre froide, de vieux sages de la guerre froide, c'est que les codes qui étaient très maîtrisés à l'époque de la guerre froide le sont peut-être moins aujourd'hui. Et on voit des emballements, alors des emballements médiatiques évidemment, des emballements émotionnels, des prises de position à droite et à gauche, qui peuvent parfois, et sans doute une moindre connaissance des États-Unis par la Russie et inversement. Et donc, il y a beaucoup d'ingrédients qui sont là et qui laissent entrevoir des risques très grands, en réalité. Alors, beaucoup disent, non mais Poutine bluffe, ça ne se passera jamais, espérons-le. Espérons d'abord que ce conflit se termine le plus rapidement possible, puisque, rappelons une évidence, chaque jour qui passe, ça porte son lot de victimes. Mais espérons, on peut aussi noter que tous ceux qui, jusqu'à présent, considéraient que Poutine bluffait se sont trompés. Depuis le 24 février, sur la question du gaz, etc. Donc, attention. Encore une fois, je vois monter chez certains diplomates à la retraite ou généraux en deuxième section, des gens qui ont une certaine expérience, des messages assez inquiets, encore une fois. Et ce sont des gens qui ont de l'expérience et qui ont un peu de recul par rapport à ce qui se passe et à ce qu'on voit et on entend. Si je puis me permettre une remarque, parce que c'est ce que je dis tout le temps, je ne suis pas un analyste comme Arnaud, bien évidemment, mais j'ai du mal à croire au bluff de Poutine, et ce qui est bien évidemment extrêmement inquiétant. Mais à partir du moment, je ne crois pas à ce que la Russie puisse perdre. Voilà, on entend partout, la Russie peut perdre, peut perdre, peut perdre. S'ils arment, c'est encore plus compliqué pour les Russes, donc ils peuvent perdre. Voilà, Zelensky le dit aujourd'hui, donc du coup, il ne veut plus négocier. Il demande à ce que les troupes, il veut bien négocier quand les troupes russes se sont retirées aux frontières du 24 février. Ce qui voudrait dire une défaite pour la Russie, moi j'arrive pas à y croire. Et il a effectivement, c'est ce qu'il répète en permanence, il a un moyen qui est beaucoup plus... on n'a pas affaire à une petite armée, on a affaire malgré tout à une armée extrêmement puissante et surtout qu'il y a des bombes excessivement puissantes qu'ils n'ont pas encore utilisées. Et je ne crois pas au bluff de Poutine, mais c'est une analyse tout à fait personnelle, bien évidemment. On demande qu'est-ce que les tactiques de dissuasion nucléaire que tu as évoquées, Arnaud? Non, je disais simplement que ce que les experts discutent, hein, c'est l'éventuelle utilisation, enfin la possible utilisation par la Russie, à un moment venu, de l'arme nucléaire tactique, hein, arme de théâtre. Encore une fois, on n'en est pas là. Il faut espérer que ça ne se produise pas. Mais j'ai mal à imaginer une retraite russe, voilà, une retraite militaire. Et les enchères montent, hein, on le voit, les enchères militaires, les enchères économiques, puisqu'il y a de nouvelles sanctions. Et tout le monde a l'impression finalement de jouer ou sa peau, ou sa crédibilité, ou son avenir international. Et plus le temps passe, plus il est difficile de trouver une solution politique. Donc, voilà. Tu confirmes ce que je dis en fait, Arnaud. Tu confirmes mes pensées qui sont confirmées par un général qui nous suit, que nous connaissons très bien, Arnaud, que tu connais aussi, mais qui nous dit qu'il confirme cette inquiétude. Si escalade il y a, ce qui est le cas pour l'instant en tout cas, pensez-vous de plus en plus probable l'instauration d'une mobilisation générale en Russie? Là, je pense que c'est pas lié, mais j'en sais rien. Qu'en penses-tu? On va peut-être pas trop s'étendre sur les questions militaires, surtout que c'est très hypothétique, mais il est évident, ce que l'on voit effectivement, c'est que si ça dure très longtemps, si on entre dans un scénario de guerre longue, plusieurs mois ou plusieurs années,
de part et d'autre d'ailleurs. Mais c'est vrai que côté russe, les Ukrainiens sont déjà mobilisés en réalité. Donc, alors que la Russie s'appuie sur, en tout cas, essentiellement une armée de métiers ou de contractuels. Et donc, évidemment, si ça dure, il va falloir des forces fraîches. Et d'où la question qui nous est posée. Mais je n'ai pas de réponse à cette Il n'y a question. pas de réponse, mais on peut utiliser des bombes fortes sans sans mobiliser Absolument. le peuple russe. Le, je vais répondre à une dernière question un peu militaire, mais qui dit, pensez-vous que la Russie pourrait prendre le risque d'utiliser une arme nucléaire tactique sans l'accord de la Chine? Ah oui, je pense que la Chine n'a absolument, sauf si Arnaud me contredit, mais la Chine n'a absolument rien à voir avec l'utilisation de la bombe nucléaire en Russie. C'est-à-dire que ça y est, les Russes ne demanderaient pas aux Chinois l'autorisation s'ils voulaient le faire. Ils sont complètement indépendants. Ceci dit, je le pense aussi, mais il y a quand même 1969 avec la Chine, mais là qui était dans un autre rôle. On sait qu'en 1969, donc, il y a eu des accrochages frontaliers entre la Chine et l'URSS. Il y a eu des échanges entre soviétiques et américains. Et les soviétiques ont un peu sondé les Américains sur l'hypothèse d'une attaque nucléaire tactique contre la Chine. Les Américains les ont fortement déconseillés. Donc le sujet parfois peut être évoqué avec un tiers. Non, je dis pas qu'il peut pas être évoqué. Il pourrait être évoqué effectivement, mais la Russie prend sa décision seule. Bien sûr. Mais elle peut être évoquée, ça c'est vrai. Sur d'autres sujets, sur le rouble, tu nous parlais un petit peu du rouble tout à l'heure aussi. On nous demandait s'il devait arrêter de se raffermir prochainement et quand le taux de la Banque centrale va-t-il changer? Je crois Alors, il s'est beaucoup raffermi ces derniers jours, hein, de façon tout à fait spectaculaire. Il a continué d'ailleurs aujourd'hui. Aux dernières nouvelles, c'était à peu près, hein, encore une fois, c'était il y a une heure, donc peut-être que ça a évolué, mais environ 1 pour 70, 71 pour le dollar. Donc 1 dollar pour 71 roubles et 1 pour 75 s'agissant de l'euro. C'est des niveaux inédits depuis, je crois, 2020, avant le Covid en tout cas. Donc aujourd'hui, le rouble est relativement fort. Ce qui peut poser certains problèmes, encore une fois, hein, budgétaires notamment. Je rappelle que le gouvernement russe a plutôt intérêt à avoir un rouble faible, ou en tout cas pas trop fort, parce que les dépenses, évidemment, du budget sont libellées en roubles. Et des hydrocarbures chers avec un rouble faible, ça fait beaucoup de roubles. Donc, on peut s'attendre effectivement à partir de la semaine prochaine à une baisse du rouble liée d'une part à la fin de certaines échéances fiscales, donc certaines grandes entreprises vont moins payer, et par ailleurs, on l'a dit, Mme Nabiulina s'est prononcée en faveur d'un certain relâchement des règles sur la vente obligatoire des devises par les grands groupes. Donc, il y aura moins d'achats de roubles. Donc, je pense qu'on devrait revenir vers 80 pour 1 euro. Je pense que c'est à peu près ça, 80-85. Ce qui était la situation il y a 3 jours. Et qui était la situation avant le 24 février. Absolument. Je vous le dis, tout de suite, on nous a posé une question extrêmement militaire et là sur laquelle on ne répondra pas parce que elle nous demande même le nombre de personnes sur le territoire. On ne répondra pas à ce style de question. Il y a une question toute en russe, Arnaud. Il y a une question toute en russe que tu dois voir. Oui, c'est une personne qui nous demande, qui souhaite déposer les documents pour obtenir un visa touristique à l'ambassade, enfin au consulat de France à Moscou. Elle dit essayer toutes les heures et elle dit recevoir une réponse invariable qui est qu'il n'y a pas de créneau disponible. Et on nous demande s'il va y avoir une possibilité de s'inscrire. Je serais tenté de dire que nous ne sommes pas le consulat de France à Moscou, mais il faut évidemment trouver une solution. Olga, êtes-vous membre de la CCI France-Russie? C'est une question, vous pouvez me répondre oui ou non.
et on vous dira on peut aider les membres, mais on ne peut pas aider les non-membres. On nous demande aussi quel va être le discours de Vladimir Vladimirovitch le 9 mai. Est-ce que je ne sais pas si on a une idée de son discours. Ce que je peux dire avant qu'on ne parle du 9 mai, c'est que hier, excusez-nous, on a des problèmes de micro. Hier, j'étais au restaurant à 19h30 et que tout la Tverskaya, c'est-à-dire les Champs-Élysées russes, était bloqué par les préparatifs du défilé du 9 mai. En fait, ils faisaient une répétition du 9 mai et il y avait des chars partout sur Moscou, plus toutes les armes. Enfin c'était assez impressionnant à voir. Et quand je suis sorti du restaurant à 23h30, qui était de l'autre côté de Tverskaya, quand je suis rentré du restaurant à 23h30, les chars continuaient à défiler. Donc, c'est-à-dire qu'entre 19h30 et 23h30, c'est tout ce que j'ai vu, le défilé avait lieu. Donc, il va y avoir, à mon avis, un très grand défilé. Il va y avoir... il va y avoir un très grand défilé, excusez-nous, et qui risque d'être assez long. Mais as-tu une idée de son discours, Arnaud? Non, mais ce sera évidemment très attendu et scruté par tous les observateurs russes et étrangers. D'abord, le défilé lui-même, effectivement, qu'est-ce qui sera montré sur la place rouge? Est-ce que le ministre de la Défense sera en forme ou éloquent, convaincant ou plutôt renfrogné? Et évidemment, quel discours prononcera le président? Est-ce que ce sera un discours de victoire? Est-ce que ce sera un discours, comme le disent certains, de mobilisation? Enfin, une chose est sûre, les choses ne seront pas terminées le 9 mai. Hein. Il faut être très clair. Quand je dis les choses, ce sont les opérations militaires dans le Donbass et ailleurs en Ukraine. Donc ce sera à tous égards inédit et sans doute enfin, important, évidemment, et très exceptionnel à mains égards. Comme le défilé le sera probablement, on me dit normalement les répétitions sont plus tard le soir, c'est vrai. D'habitude les répétitions sont après 22h et là à 19h30 tout était bloqué. Donc ils doivent prévoir quelque chose de grand. On nous dit aussi en 41 ce fut la même chose, hélas pour les défilés militaires et les troupes, elles allaient directement sur le front. Tout ceci est assez triste tout de même. Oui, Hein, mais voilà. la comparaison n'est pas raison, puisqu'en 41, les Allemands étaient à 20 km de Moscou, 30 km de Moscou. Là, je pense que la comparaison ne vaut pas. Non. Mais Gilles. Oui, pour rappeler justement qu'en 41, pour ceux qui connaissent le Ikea qui est vers Sheremetyevo, on voit les trucs anti-chars qui sont le monument, qui marquent précisément le plus proche endroit où sont arrivés les Allemands. Donc effectivement, on n'est pas tout à fait dans la même situation. Alors on nous dit aussi, on n'entend plus beaucoup parler de Loukachenko et quelle est la place que joue la Biélorussie en ce moment, pas militairement, mais politiquement. Effectivement, Loukachenko se fait plus discret, on en parle moins. Alors, la Biélorussie, pour le coup, a été co-belligérante, hein, puisque une partie des troupes russes sont parties de son territoire. Apparemment, il n'y a pas eu d'unité biélorusse engagée, contrairement aux rumeurs qui ont pu circuler. Ce qui est intéressant, c'est qu'on entend depuis quelques jours des bruits de fond à Moscou, des gens qui disent regardez Loukachenko, il recommence à essayer de se donner des marges de manœuvre, à reprendre langue avec les Occidentaux, qui d'ailleurs ne donneraient pas suite. Loukachenko est dans une situation à la fois complexe et inchangée parce que depuis août 2020 et sa réélection contestée, il est fragile, il dépend beaucoup et beaucoup plus de la Russie pour son avenir politique, et donc ce qui se passe en Ukraine joue sur son avenir politique, hein, puisqu'il est indexé sur celui de la Russie. Donc je pense qu'il y a sans doute une forme de fébrilité
peut-être de déception et peut-être aussi des interrogations sur la suite. Donc, c'est à suivre. On n'a plus de questions. On n'a plus de questions et il est 18h, donc c'est très bien. On va demander, on vous remercie pour toutes vos questions, mais maintenant nous avons notre invité mystère qui n'est plus un mystère puisque c'est Anne Koldéfi-Focard qui, comme vous le savez, connaît parfaitement la Russie et passe beaucoup de temps entre la Russie et la France. Est en ce moment en France. Elle dirige une maison d'édition française qui s'appelle L'Inventaire, une maison d'édition russe qui s'appelle Nouveaux Angles. Et Anne est probablement la plus grande spécialiste de la littérature russe aujourd'hui. Et oui, Anne, il faut assumer. Anne, je crois que tu voulais nous proposer une une liste de lecture pour ces vacances du mois de mai. Oui, parce que je pense que d'une part, on n'aura pas de briefing avant le 5 mai, ce qui va manquer beaucoup, et que d'autre part, ça permet, ces quelques jours de vacances, entre guillemets, peuvent permettre de lire et de ce fait de prendre du recul par rapport aux événements. Arnaud parlait tout à l'heure de la nécessité d'avoir du recul. Et je crois que c'est très, très important par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Donc, je voudrais vous proposer une liste d'ouvrages, soit des ouvrages vraiment fondamentaux, soit de la littérature, au sens en russe, художественная литература, de la fiction, quelquefois fiction très inspirée de biographies des auteurs, mais qui tournent tous, enfin, qui permettent tous d'avoir une vision peut-être plus profonde, plus large, plus sérieuse des relations entre l'Ukraine et la Russie. On ne va pas remonter au XVIe siècle, mais déjà au XXe siècle. Alors, je vous conseille une Bible, véritablement une Bible. Alors, vous n'êtes pas obligé de la lire de bout en bout, mais c'est vraiment le livre à avoir sur sa table de chevet. Il fait 1500 pages, c'est pour ça que, à moins que vous soyez un fanatique d'histoire de Russie, c'est peut-être pas obligatoire, il n'est peut-être pas obligatoire de le lire en 2 jours. C'est l'histoire de la Russie et de son empire de Michel Heller, qui est paru pour la première fois chez Plon en 99 et dont la dernière édition, il y en a eu plusieurs, il y a même eu une édition numérique, date de 2015 chez Perrin, et qui, cette dernière édition, étant préfacée par Marie-Pierre Ray, ce qui est un gage de sérieux. Michel Heller, qui était soviétique, qui est mort en 97, un historien, en même temps très littéraire, et dans tout son ouvrage, on voit se dessiner peu à peu les problèmes, les liens plus ou moins difficiles entre l'Ukraine et la Russie aux différentes époques. Donc ça, c'est vraiment un livre, à mon avis, très important, un livre majeur de référence. Puisque je parlais de Marie-Pierre Ray, je recommande son ouvrage de 2016, La Russie face à l'Europe, d'Ivan le Terrible à Vladimir Poutine. Et on est là aussi au cœur des problèmes, qui est paru chez Champ-Flammarion et qui est une édition augmentée de son Dilemme russe, paru chez Flammarion en 2002. Alors, ça, c'est ce que je voulais vous présenter comme ouvrage de référence. Il y en a évidemment bien d'autres, mais je ne peux pas tout vous dire en quelques minutes. Pour ce qui est de la littérature, concernant les époques récentes, si on prend à partir de la Révolution, je vous suggère de relire un livre que vous connaissez forcément, à savoir sur la guerre civile, La Garde blanche de Mikhail Bulgakov. Mikhail Bulgakov, dont on oublie souvent qu'il est né et qu'il a passé son enfance et sa prime jeunesse à Kiev. Il est perçu comme un écrivain russe, voire moscovite. Il n'empêche que Kiev et l'Ukraine
ont eu une influence sur lui, sur son œuvre, etc. Et la Garde blanche, c'est vraiment, il y a d'autres livres, bien sûr, concernant la guerre civile, mais la Garde blanche, c'est quand même un des livres les plus marquants, les plus importants. Alors là, je ne vous donne pas un éditeur, il y a eu de nombreuses éditions, de nombreuses traductions, on trouve ça très, très facilement. Sur un événement qui est souvent oublié ou qui est mal connu en France et pas seulement en France, à savoir la guerre soviéto-polonaise avec l'Ukraine au centre, guerre soviéto-polonaise qui a lieu de 1919 à 1921. Je vous recommande absolument Cavalerie rouge d'Isaac Babel. Cavalerie rouge, il y a eu plusieurs traductions, plusieurs éditions. Je vous recommande, ça existe en poche, et sinon c'était paru à l'Âge d'Homme, la traduction de Jacques Cateau, qui est absolument éblouissante, réellement éblouissante, alors que ce n'était pas facile du tout. Du même Isaac Babel, je vous conseille de lire ou de relire les Contes d'Odessa, en russe Adeski Raskazi, sur les Juifs d'Odessa, qui formaient avant 1917 un tiers de la population. Odessa, c'était vraiment une ville en grande partie juive, et une ville cosmopolite absolument. C'est paru chez Gallimard, il y a déjà un bon moment, il y a de nombreuses rééditions, on trouve très facilement là encore. Évidemment, je ne vais pas vous signaler un seul ouvrage ou même un ouvrage, parce qu'il y a plein d'ouvrages sur le sujet. Ça, vous trouvez facilement en cherchant sur Amazon, Google et autres. Tout ce qui concerne ce que les Ukrainiens appellent Holodomor, c'est-à-dire la famine organisée en Ukraine et dans le Kouban en 32-33, organisée par le pouvoir soviétique, bien évidemment. Et ça a été quelque chose de... Ça explique aussi beaucoup de choses dans les relations entre la Russie et l'Ukraine. Et notamment, ça explique un certain nombre de collaborations avec les Allemands et les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Là, c'est vraiment un point central de l'histoire du XXe siècle pour l'Ukraine et pour la Russie. Sur la Seconde Guerre mondiale, qui a été quand même très, très importante, et on sait les traces qu'elle a laissées encore aujourd'hui, y compris dans les relations russo-ukrainiennes. Bon, alors évidemment, il y a le livre majeur, le roman majeur, qui ne parle pas que de l'Ukraine, bien sûr, mais qui évoque aussi l'Ukraine et les Ukrainiens, c'est Vie et Destin, Жизнь и судьба, de Vassili Grossman. Là, c'est le monument. Mais vous avez d'autres livres souvent méconnus ou oubliés. Je songe notamment à Babi Yar d'Anatoly Kuznetsov, qui est paru et reparu, la dernière édition révisée date de 2010 chez Robert Laffont, qui raconte ce qui est resté longtemps tabou, dont on ne parlait ni en Ukraine, ni dans l'ensemble de l'Union soviétique, à savoir ce ravin Babi Yar, qui donne son nom au texte, ce ravin proche des environs de Kiev, où ont été exécutés lamentablement de très, très nombreux juifs d'Ukraine par les Allemands, mais il faut bien le reconnaître, avec souvent la participation active de certains Ukrainiens. Un livre mal connu, inclassable, La joie du soldat de Victor Astafiev, qui est paru aux éditions Motif. Motif, c'est une filiale des éditions du Rocher en 2015. Alors, c'est un livre inclassable qui est basé sur la biographie de l'auteur, Victor Astafiev, qui était un citoyen soviétique lambda, un peu voyou dans sa jeunesse, qui venait du Grand Nord et qui, à 16 ans, s'engage dans l'armée, s'engage pour combattre, est volontaire pour combattre les Allemands. Et il va aller jusqu'en Tchécoslovaquie, enfin toutes ces régions, Pologne, etc., revenir par l'Ukraine. Il est blessé plusieurs fois et soigné en Ukraine avec tous les problèmes qu'il y avait à ce moment-là, avec les différentes armées ou les différents résistants de différents bords qui se battaient. Et ensuite, il rentre
avec sa femme qui était aussi une engagée volontaire, toute jeune, et ils vont s'installer dans l'Oural, et on a tout le descriptif de l'indigence, de la misère absolument phénoménale de l'Union soviétique de province après la Seconde Guerre mondiale. C'est un livre vraiment assez rare pour l'Union soviétique, pour la période soviétique, et surtout pour la période où il a été écrit pendant la période soviétique. Et bon, on faisait un peu l'impasse dessus en Union soviétique, parce qu'il était gênant, parce que ce n'était pas du tout la célébration de l'héroïsme soviétique pendant la Seconde Guerre mondiale. Lui, il était vraiment matter of fact, sans complaisance non plus, dans le misérabilisme ou dans l'horreur ou dans la critique. C'est un livre que quelqu'un de proche de la Chambre, qui est peut-être même membre de la Chambre, a lu un peu par hasard il y a quelque temps et qui m'avait dit, pour moi, ça a été un coup de poing dans la figure, ce livre. Donc, je vous le recommande véritablement, hein, La joie du soldat de Victor Astafiev. Tout aussi inclassable, un livre qui est peut-être un peu oublié aujourd'hui, Compagnon de route, de Friedrich Gorenstein, écrivain ukrainien, enfin d'Ukraine en tout cas, qui était paru dans les années 80 aux éditions de Valois et L'Âge d'Homme. On le trouve encore très facilement. Alors, c'est une situation assez étonnante. On a dans un compartiment de train pour un voyage qui dure toute une nuit, on a un écrivain soviétique installé, important, qui se trouve à être dans le même compartiment qu'un petit bonhomme lambda, qui brusquement commence à lui raconter sa vie. Alors, tout y passe. L'anéantissement des paysans ukrainiens pendant la collectivisation des campagnes, l'occupation allemande, l'extermination des Juifs, le retour du pouvoir soviétique. Et on a, ce qui est très important, une référence permanente à cette idée de Dostoïevski, selon laquelle il n'est pas de tragédie sans humour. Il y a énormément d'humour. Et alors, il y a quelque chose qui, moi, m'a vraiment épaté. Vous avez un hymne, littéralement un hymne, absolument extraordinaire au sala, au l'art ukrainien, au milieu de tout ça. Et ça, c'est vraiment remarquable. Et puis, alors, bien sûr, je terminerai, si tout ça ne vous inspire pas, ou vous trouvez ça trop sinistre, eh bien, il reste Gogol, avec ses soirées ou ses veillées du hameau, selon les traductions. Gogol, le plus ukrainien des écrivains russes, ou le plus russe des écrivains ukrainiens. En ce moment, la chose est délicate. Donc, je ne m'engagerai pas, je ne me risquerai pas dans cette polémique. Mais relisez Gogol et les soirées ou les veillées du hameau. Et bonnes vacances demain. Anne, tu as été parfaite, bien évidemment, comme d'habitude, mais alors on a déjà à peu près 3000 personnes qui nous réclament la liste par écrit. Donc, il va falloir que tu nous l'envoies. Je pourrais l'envoyer. Et nous allons la poster sur notre fil Internet. Je l'ai, il n'y a pas de problème. Tu l'as. Envoie-la à Grégoire et à moi-même. D'accord. Et on va le poster sur Telegram, notre fil Telegram. Voilà, mais parce qu'effectivement, j'ai déjà oublié les 25 premiers livres que vous avez recommandés. Non, il n'y en a pas 25. Et vous devez tous les lire pour le jeudi 5 mai où vous aurez une interrogation, bien évidemment. On a quand même une question pour toi. C'est sauf erreur de ma part, nous dit l'un de nos auditeurs. Taras Shevchenko est l'auteur ukrainien le plus emblématique. Pouvez-vous nous en dire quelques mots? Oui, c'est le grand poète ukrainien. C'est vraiment le grand poète ukrainien, un excellent poète. Moi, je ne lis pas l'ukrainien, donc je ne peux pas l'apprécier autant que je devrais. Mais et puis les traductions de poésie ne sont pas toujours évidentes. Mais c'est quelqu'un, en tout cas, qui aurait pu parfaitement écrire sa poésie en russe, comme la plupart des écrivains de son temps et des écrivains classiques russes qui en général écrivaient en russe. C'était la langue universelle de l'Empire. Et pour être reconnu, pour être lu un peu partout, il fallait écrire en russe. Gogol écrit en russe. Gogol, même s'il y a beaucoup d'ukrainisme, il joue de ses origines ukrainiennes et de la langue ukrainienne, ce qui est d'ailleurs
ce qui ajoute à son talent. Et Shevchenko a toujours insisté, a toujours tenu à écrire en ukrainien. Et je crois que c'est aussi pour ça qu'il est reconnu comme le grand poète. C'est vraiment le symbole, l'incarnation du poète ukrainien. C'est un grand poète, pour ce que je peux en juger. Merci beaucoup Anne. Tu as l'un de tes admirateurs moscovites que tu connais bien qui dit que tu es parfaite. Merci, c'est gentil. Alors, je vais passer la parole à Gilles, mais avant de passer la parole à Gilles, juste, je suis désolé parce qu'il y a l'un de nos auditeurs qui s'appelle Hervé qui 2 jours de suite m'a posé une question que j'ai oublié à chaque fois, j'ai oublié de la poser. C'est existe-t-il des discussions concernant la reprise des échanges postaux des documents entre l'Union européenne et la Russie à moyen ou long terme, DHL, FedEx? Certains documents originaux doivent être échangés. Tout ne peut pas faire l'objet de signature électronique, par exemple. C'est toujours la grande question en ce moment et je ne sais pas ce qui existe pour envoyer. Le meilleur moyen, c'est de trouver quelqu'un qui va en France ou qui revient à Moscou. C'est ce qu'on fait pour l'instant, nous, avec les documents. Mais je ne sais pas ce qui existe. Voilà, sinon, il faut passer par voilà, toutes les frontières diverses et variées. Il faut l'envoyer à Doha et de Doha à Moscou, à Paris ou inversement, pardon. On nous redit encore merci Anne et on attend sa liste avec impatience. Mais Gilles, est-ce que tu as des... Voilà, pour ce 50e briefing. 50e briefing, ça compte. Voilà, c'est un chiffre rond. J'espère qu'il n'y en aura pas beaucoup d'autres pour très très longtemps. Souhaitons-le. Ce qui serait plutôt bon signe. Non, pas grand chose à rajouter, sinon que on pose souvent la question des différentes possibilités de voyage entre la Russie et la France. Alors, il y a la fameuse voie turque. Je voulais juste apporter une précision qu'il y a non seulement Turkish Airlines, dont on a plusieurs fois parlé et qui se caractérise par des prix particulièrement excessifs si on est en court terme, qui sont un peu plus raisonnables si on s'y prend à l'avance. Il y a aussi une possibilité avec Pegasus, qui est une autre compagnie turque, et ce sont des vols plutôt touristiques en général qui vont plutôt sur Antalya. Mais c'est tout à fait possible de prendre Pegasus sur Antalya et ensuite de reprendre des vols pour la France ou l'Europe en général. Voilà, ça c'était le petit moment touristique. Voilà. Pour les questions effectivement de courrier, je conseille à tout le monde de se mettre sur les très bons fils Telegram différents qui existent de la communauté française qui permet de profiter de beaucoup de fraternité et d'aides diverses. Et donc, il y a beaucoup de gens qui cherchent des courriers et qui les trouvent. Donc, ceux qui se déplacent prennent volontiers des lettres. Il ne faut pas prendre des paquets trop lourds, mais enfin, tous les courriers, tout le monde est sensible à ça. Donc, ça se pratique beaucoup. Et parce qu'effectivement, on n'a pas de réponse très, très concrète sur qui fait quoi vraiment sur les institutionnels. Voilà. Donc, pour finir, en général, on rappelle qu'il faut retrouver tous nos événements sur notre site, hein, donc c'est cifr.ru. Donc j'espère que tout le monde est déjà sur ce site, l'a mis dans ses favoris et l'ouvre quotidiennement. Voilà, nous avons nos autres actualités sur notre canal, donc qui doit s'afficher quelque part ici, j'imagine. Voilà, et bien entendu, vous pouvez toujours nous écrire sur notre hotline, donc hotline@cifr.ru. Alors on répond à vos questions soit directement par mail, quand c'est possible, et c'est pas des questions, je dirais, d'intérêt général. Et par contre, autrement, si c'est d'intérêt général, on essaye de répondre pendant les briefings. Voilà, donc n'hésitez surtout pas. Les questions ne sont pas limitées au briefing seulement, mais aussi à d'autres moments si vous avez oublié de le faire. Donc, la nouvelle la plus importante, notez bien que la semaine prochaine, en région des jours fériés en Russie, le briefing aura lieu seulement le jeudi 5 mai, donc à 17h30 Moscou, 16h30 de Paris, donc, et c'est toujours sur le même lien. Voilà, donc pour finir traditionnellement, je vous dirais tenez bon, particulièrement en ces jours de printemps qui nous arrivent avec un grand soleil. Les filles sont plus belles encore que d'habitude. L'espoir pourrait renaître. Donc voilà, tenez bon et on espère tous se revoir tous bientôt dans les meilleures circonstances.
Merci Gilles. Et puis, comme d'habitude, la CCI France-Russie reste à vos côtés. Elle reste à vos côtés tant que vous serez en Russie. Elle reste à vos côtés tant que vous aurez besoin de nous. Et profitez de vos vacances de mai pour vous reposer. Vous pouvez voir de toute façon en différé même notre intervention du 5 mai. Mais tenez bon et on reste à vos côtés. Merci et au revoir.